Bonjour à tous et bienvenue à la troisième lecture des aventures de Conan. Aujourd'hui, la chambre des morts. Conan ayant assez vu la ville des voleurs, et réciproquement, il s'aventure vers l'ouest jusqu'à la capitale de la Zamora, Shadizar, la cité du vice. Là, les occasions de larcin seront plus nombreuses. Pendant quelque temps, il est en effet plus prospère qu'il ne l'a été à Arenyoun, bien que les femmes de Shadizar s'empressent de le soulager de ses gains, en échange d'une initiation aux techniques de l'amour. Appâté par des rumeurs de trésors, il sort de Shadizar en direction des ruines de l'Archa, ancienne cité située non loin de la capitale, suivi de près par une escouade de soldats dépêchés pour l'arrêter. Il faisait déjà sombre dans le défilé, malgré la traînée orange, jaune et verte laissée à l'occident par le soleil couchant. Un œil exercé pouvait encore décerner, noir sur cette bande de couleurs, les dômes et les flèches de la Shadizar, cité du vice, capitale de la Zamora, avec ses femmes aux noires chevelures et ses tours hantées de mystère. Tandis que s'éteignait la lumière du crépuscule, les premières étoiles apparurent dans le ciel. Comme répondant à un signal, des lampes s'allumèrent au loin sous les coupoles et dans les tours, contrastant avec le scintillement falot des étoiles. Le feu chaud et ambré des fenêtres de Shadizar suggérait la perpétration d'innommables crimes. Le silence régnait sur le défilé, traversé seulement par le bourdonnement des insectes nocturnes. Pourtant, bientôt, un bruit d'hommes en marche retentit dans la gorge. C'était une escouade de soldats zamoriens. 5 hommes coiffés de képis d'acier et moulés dans des justaucorps de cuir garnis de boutons de bronze, s'avançaient dans le défilé sous la conduite d'un officier vêtu d'une cuirasse de bronze brillant et d'un casque surmonté d'une queue de cheval. L'herbe haute et luxuriante qui tapissait le fond de la gorge bruissait au contact de leurs jambières de bronze. On entendait grincer leurs harnois et cliqueter leurs armes. 3 d'entre eux portaient des arcs, et les 2 autres, des piques. Des sabres courts pendaient à leurs côtés, et des boucliers dans leur dos. L'officier était armé d'une épée et d'un poignard. L'un des soldats murmura : « Si nous prenons ce Conan vivant, que vont-ils lui faire ? » « Je gage qu'on l'enverra à Yezoud, où il sera jeté en pâture au dieu araignée, dit un autre. Reste à savoir si nous serons en vie pour récolter cette récompense qu'on nous a promise. Tu n'aurais pas peur de lui, par hasard, dit un troisième. Moi, grogna le deuxième, je ne crains rien, pas même la mort. Mais voilà, la mort de qui? Ce voleur n'est pas un être civilisé, mais un barbare sauvage qui a la force de 10 hommes. Aussi suis-je allé chez le magistrat faire mon testament. C'est encourageant de savoir que tes héritiers toucheront ta récompense, dit un autre. Je regrette de n'y avoir pas pensé. Oh, dit celui qui avait parlé le premier. Ils trouveront un prétexte pour nous souffler la récompense, même si nous capturons la canaille. Le préfet lui-même nous l'a promise, dit un autre. Les riches négociants et aristocrates que Conan a dévalisés en fait une collecte. J'ai vu l'argent. Un sac si lourd de pièces qu'un homme pourrait à peine le soulever. Après tant d'ostentations, il n'oserait pas revenir sur la parole. Mais suppose que nous ne l'attrapions pas, dit le deuxième interlocuteur. Il était question de payer de nos têtes. Il éleva la voix. Capitaine Nestor, qu'est-ce que c'était que cette histoire à propos de nos têtes? Tenez vos langues, vous tous, dit l'officier d'un ton sec. On peut vous entendre jusqu'à Arenyoun. Si Conan se trouve à moins d'1 mile, il sera alerté. Cessez votre bavardage, et tâchez de faire moins tâter vos armes en marchant. L'officier était un homme de taille moyenne, large d'épaules, solidement bâti. À la lumière du jour, on aurait pu voir que ses yeux étaient gris et ses cheveux châtain clair, parsemés de poils gris. C'était un Gunter, originaire de la province la plus septentrionale de la Cléonia, à 1500 milles vers l'ouest. Sa mission, attraper Conan mort ou vif, le préoccupait. Le préfet l'avait averti que, s'il échouait, il devrait s'attendre à un châtiment sévère, pouvant aller jusqu'à l'échafaud. Le roi avait lui-même ordonné de prendre le hors-la-loi, et le roi de Zamora n'y allait pas par 4 chemins avec les serviteurs qui échouaient dans les missions qui leur étaient confiées. Quelques heures auparavant, on avait appris, par un signe du monde souterrain, que Conan était en route vers ce défilé, et le commandant de Nestor avait aussitôt dépêché avec lui les soldats qui se trouvaient dans leur baraquement. Nestor n'avait aucune confiance dans les soldats qui marchaient derrière lui. Il les considérait comme des fanfarons, qui détaleraient au moindre danger, le laissant affronter le barbare à lui tout seul. Et bien que le gunner fût un homme courageux, il ne se faisait pas d'illusions sur les chances qu'il avait en face de ce jeune sauvage, gigantesque et féroce. Son armure ne lui donnerait qu'un léger avantage.
À mesure que la lumière du soleil se dissipait vers l'ouest, l'obscurité s'épaississait dans la gorge, dont les parois, en se resserrant, devenaient plus escarpées et plus rocheuses. Derrière Nestor, les hommes recommencèrent à chuchoter. « Je n'aime pas ça. Cette route conduit aux ruines de l'Archa la maudite, où les spectres des morts guettent les passants pour les dévorer. Et dans cette cité, dit-on, se trouve la chambre des morts. »« Silence !» gronda Nestor, tournant la tête. Si. À cet instant, l'officier se prit les pieds dans une tanière de cuir tendue à travers le sentier et s'étala dans l'herbe de son long. On entendit le bruit d'un piquet souple déloger de son trou et la lanière se détendit. Dans un roulement de tonnerre, une masse de rochers et de poussière dévala le versant gauche du défilé. Au moment où Nestor se relevait, une pierre de la taille d'une tête humaine frappa son corselet et il s'effondra à nouveau. Une pierre lui arrachait son casque, tandis que d'autres, plus petites, lui bombardaient les jambes. Il entendit derrière lui plusieurs cris simultanés et un tintement de pierre et de métal. Puis, tout se tut. Nestor se remit sur pied et chancelant, expectora la poussière qui encrassait ses poumons. Il se retourna pour voir ce qui s'était passé. À quelques pas derrière lui, un rocher barrait sans issue le défilé. S'étant approché, il aperçut une main et un pied qui sortaient dessous le melon. Il appela, mais ne reçut aucune réponse. Touchant les membres qui dépassaient, il les trouva sans vie. Le rocher, mis en branle par l'attraction de la lanière, avait exterminé toute son escouade. Nestor fit jouer ses articulations pour faire le point de ses blessures. Aucun os ne semblait brisé, bien que son corselet fût cabossé et que lui-même fût contusionné à plusieurs endroits. Bouillonnant de colère, il trouva son casque et reprit la piste tout seul. N'avoir pas réussi à attraper le voleur eût déjà mérité une sanction grave, mais devoir avouer en outre avoir perdu ses hommes lui vaudrait sans nul doute une mort lente et douloureuse. La seule chance qui lui restait était de ramener, sinon Conan, du moins sa tête. Épée au poing, Nestor poursuivit en boitant l'ascension de la gorge tortueuse. Devant lui, une lumière dans le ciel annonçait le lever prochain de la lune, qui n'était plus tout à fait pleine. Il scruta les ténèbres, s'attendant à voir surgir le barbare à chaque détour du ravin. La gorge devint moins profonde, et ses parois moins abruptes. De part et d'autre, des goulets débouchaient dans le défilé. Le sol devint pierreux et inégal, et Nestor fut contraint de se frayer un passage dans les rochers et les broussailles. Enfin, la gorge s'ouvrit toute grande. Le Gunder gravit une petite pente et se trouva sur le bord d'un plateau élevé. Cerné par des montagnes lointaines, devant lui, à portée d'arc, blanc dans la clarté de la lune, s'élevaient les murs de l'Archa. En face de lui, se dressait un portail monumental. Des toits et des tours, à moitié en ruine, dépassaient des murs mangés par le temps. Nestor marqua un temps d'arrêt. L'Archa était, disait-on, immensément vieille. D'après les légendes, la ville remontait à l'époque cataclysmique, au temps où les ancêtres des Amoréens, les Shemri, formaient un îlot de semi-civilisation dans une mer de barbarie. Dans les bazars de Shadizar, des rumeurs couraient que la mort vous attendait dans ces ruines. Selon les informations que Nestor avait pu récolter, aucun des nombreux hommes qui, au cours de l'histoire, avaient pénétré dans les ruines à la recherche des trésors qu'on y disait cachés, n'était jamais revenu. Personne ne savait quelle forme prenait le danger, puisque aucun rescapé n'avait survécu pour le raconter. 10 ans auparavant, le roi Tiridates avait, en plein jour, envoyé dans la ville une compagnie de ses plus vaillants soldats, tandis que lui-même demeurait à l'extérieur. On avait entendu des cris et des bruits de sauve-qui-peut, puis plus rien. Les hommes qui attendaient dehors avaient pris leurs jambes à leur cou, et Tiridates, par la force des choses, les avait imités. Ce fut la dernière tentative militaire pour percer les mystères de l'Archa. Bien que Nestor eût, comme tous les mercenaires, soif de richesses non gagnées, il n'était pas téméraire. Des années de service dans les royaumes situés entre sa patrie et les Amoras lui avaient appris la prudence. Tandis qu'il réfléchissait, immobile, pesant le pour et le contre, une vision le fit se raidir. Tout près du mur, une forme humaine se glissait furtivement vers le portail. Bien que l'homme fût trop lent pour que Nestor puisse distinguer son visage à la lueur des étoiles, cette démarche féline ne pouvait le tromper. Conan. Sentant la fureur monter en lui, rapidement, Nestor s'approcha en maintenant le fourreau de son épée pour l'empêcher de faire du bruit. Mais malgré ses précautions, l'oreille exercée du barbare lui donna l'alerte. Conan fit volte-face,
et son épée jaillit de son étui avec un chuchotement étouffé. Constatant qu'il n'avait qu'un seul ennemi à ses trousses, Conan l'attendit de pied ferme. Tout en s'approchant, Nestor put détailler son ennemi. Conan dépassait largement 6 pieds, et sa tunique élimée ne parvenait pas à masquer les lignes dures de ses muscles puissants. Un sac de cuir pendait en bandoulière à son épaule. Son visage jeune, mais énergique, était surmonté d'une épaisse crinière de cheveux noirs taillés au carré. Pas un mot ne fut échangé. Nestor fit halte pour reprendre son souffle et se débarrasser de son manteau. Profitant de cet instant, Conan se précipita sur l'homme plus âgé. 2 épées miroitèrent dans la clarté lunaire, et le cliquetis des lames ébranla le silence sépulcral. Nestor avait une plus grande expérience du combat, mais la portée et la vitesse aveuglante de l'autre anéantissaient cet avantage. L'attaque de Conan avait l'irrésistible simplicité d'un ouragan. Malgré l'âpreté de sa riposte, Nestor fut obligé de céder peu à peu du terrain. Il surveillait étroitement son adversaire, espérant que la fatigue finirait par ralentir son offensive. Mais le Cimmérien semblait ignorer ce qu'était la fatigue. D'un revers de sa lame, Nestor fendit la tunique de Conan au-dessus de la poitrine, mais n'atteignit pas tout à fait la peau. Répliquant avec une rapidité stupéfiante, Conan frappa d'estoc la cuirasse de son adversaire, trouant le bronze de sa pointe. Nestor recula d'un pas pour parer un nouvel assaut furieux, et buta contre une pierre. Conan porta vers le cou du Gunder un coup déchaîné qui, s'il eût touché au but, eût fait voler au loin la tête de Nestor. Mais celui-ci trébucha, et l'arme frappa seulement la crête de son casque. Avec un tintement caverneux, l'épée de Conan entama le métal et projeta Nestor sur le sol. Respirant profondément, Conan s'avança d'un pas, l'épée levée. Le Gunder gisait, immobile, du sang s'échappant de son casque fendu. Trop confiant, comme tous les jeunes, dans la force de ses coups, Conan fut persuadé d'avoir tué son adversaire. Il rengaina donc son épée et se dirigea vers la cité antique. Le Cimmérien s'approcha de la porte dont les battants, deux fois grands comme un homme, étaient faits de planches d'1 pied d'épaisseur, gainées de bronze. Conan poussa de toutes ses forces contre le vantaux, mais en vain. Tirant son épée, il frappa le bronze avec le pommeau. Au fléchissement de la porte, Conan comprit que le bois était pourri, mais le bronze était trop épais pour qu'il puisse le transpercer sans émousser le fil de sa lame. De plus, il avait un moyen plus facile. À 30 pas du portail, vers le nord, l'enceinte éboulée s'élevait en son point le plus bas à moins de 20 pieds du sol. En cet endroit précis, un tas de détritus de 6 à 8 pieds de haut était amassé contre la muraille. Conan s'approcha de l'éboulement, prit quelques pas de recul, puis s'élança. Rebondissant sur les détritus comme un tremplin, il sauta en l'air et s'accrocha des 2 mains aux faîtes affaissées du mur, délogeant quelques pierres disjointes. Puis, avec un grognement, il se hissa jusqu'en haut par la force de ses bras, sans souci des bleus ni des égratignures. Il embrassa la ville à ses pieds. Sur sa face intérieure, le mur d'enceinte était bordé par un terrain vague où, depuis des siècles, la végétation faisait la guerre à l'antique pavement. Entre les dalles fêlées et déboîtées, herbes, graminées et arbres chétifs étaient parvenus à se frayer un passage. Au-delà de cette zone s'étendaient les ruines de l'un des quartiers les plus pauvres, dont les massures entorchies, à un étage, n'étaient plus que d'informes monticules de poussière. Plus loin, blanc sous la clarté de la lune, Conan distinguait les édifices mieux conservés, en pierre, les temples, les palais et les maisons des nobles et des riches marchands. Comme beaucoup de villes antiques, la cité désertée exhalait un parfum de mal et de désolation. Tendant l'oreille, Conan regarda autour de lui. Rien ne bougeait dans les ruines silencieuses, troublées seulement par la stridulation des criquets. Conan avait lui aussi entendu parler de la malédiction qui planait sur l'Archa. Bien que le surnaturel éveillait dans son âme barbare des terreurs ataviques, il reprit courage à l'idée que, dès qu'un être surnaturel prend une forme tangible, il devient aussi vulnérable aux armes matérielles que n'importe quel homme ou monstre terrestre. Il n'était pas venu d'aussi loin pour être arrêté par quiconque dans sa chasse au trésor, l'ennemi fût-il homme, bête ou démon. D'après les légendes, le fabuleux trésor de l'Archa se trouvait dans le palais royal. Serrant dans sa main gauche son épée engainée, le jeune voleur sauta du mur éboulé. Un instant plus tard, il marchait dans les rues sinueuses en direction du centre de la cité. Il ne faisait pas plus de bruit qu'une ombre. Des ruines l'entouraient de toutes parts. Ça et là, une façade s'était écroulée dans la rue, obligeant Conan à contourner les décombres ou à se frayer un chemin à travers les monceaux de briques ou des marbres improvisés.
La lune gibbeuse, à présent haut dans le ciel, inondait les ruines d'une lumière fantastique. À la droite du Sumérien s'élevait un temple, en partie éboulé, mais dont le portique, soutenu par 4 colonnes de marbre massif, était encore intact. Le long du toit s'alignaient des gargouilles de marbre, effigies de monstres anciens, mi-démons, mi-bêtes, penchés sur la rue. Conan essayait de se remémorer les bribes de légendes touchant à l'abandon de leur chat qu'il avait pu surprendre dans la taverne du Maule. Le bruit courait notamment qu'une malédiction jetée, de nombreux siècles auparavant, par quelques dieux en colère, en châtiment de crimes si abominables qu'à leur côté les ignobles vices de Shadizar n'étaient que vertueuses bagatelles. Il se remit en marche vers le centre de la ville, et dès lors, nota un détail singulier. Ses sandales adhéraient au pavé délabré, comme s'ils étaient couverts de poix chaudes. Lorsqu'il levait les pieds, ses semelles émettaient des bruits de succion. Il s'arrêta pour tâter le sol qui était, en effet, enduit d'une substance incolore et poisseuse, maintenant presque sèche. La main à son épée, Conan regarda autour de lui dans la clarté lunaire, mais aucun son ne parvint à ses oreilles. Il reprit sa marche. Ses sandales se remirent à pomper bruyamment les pavés. Il fit halte et tourna la tête. Il jurait avoir entendu, au loin, des bruits de succion similaires. Un instant, il crut qu'il pouvait s'agir de l'écho de ses propres pas. Mais il avait dépassé le temple à moitié démoli, et à présent aucun mur susceptible de renvoyer le son ne l'entourait. Il fit encore quelques pas, puis s'immobilisa. Le bruit de succion avait de nouveau retenti, mais cette fois, il ne cessa pas lorsque le Cimmérien se figea sur place. Au contraire, il devint plus distinct, et l'ouïe fine de Conan put en localiser la source droit devant lui. Mais aucun mouvement ne se produisit dans la rue où il se trouvait. Le son devait donc provenir d'une ruelle adjacente ou de l'un des édifices en ruine. Le bruit s'amplifia et se changea en un glissement traînant, indescriptible, une sorte de sifflement humide. En dépit de ses nerfs d'acier, Conan sentit battre son cœur en guettant l'apparition de la source inconnue de ce son. Enfin, d'une rue transversale, surgit une masse énorme, gluante, d'un gris lépreux dans la clarté lunaire. Elle s'engagea dans la rue et s'avança rapidement vers Conan, sans produire d'autre bruit que l'aspiration humide de son curieux mode de locomotion. Son extrémité antérieure était prolongée par 2 espèces d'antennes, d'au moins 10 pieds de long, doublées d'une seconde paire d'appendices analogues, mais plus petits. Les longues cornes ployaient de droite et de gauche, et Conan constata qu'elles étaient terminées par des yeux. Cette créature n'était autre qu'une limace, semblable aux inoffensives limaces qui errent la nuit dans les jardins, laissant derrière elles une traînée de bave gluante. Mais celle-ci avait 50 pieds de long, et était aussi large en son milieu que Conan était haut. En outre, elle se déplaçait aussi vite qu'un homme courant à toute vitesse. La chose exhalait une odeur fétide qui annonçait son passage. Un instant paralysé par la surprise, Conan considéra avec stupeur l'énorme masse de chair caoutchouteuse qui fondait sur lui. Le bruit de la limace en mouvement ressemblait au crachement d'un homme, plusieurs fois amplifié. Enfin capable d'agir, le Cimmérien fit un bond de côté. Un jet de liquide gicla au même instant dans l'air nocturne et atterrit à l'endroit qu'il venait de quitter. Une minuscule goutte l'atteignit à l'épaule, brûlant sa peau comme un chardon ardent. Conan fit demi-tour et remonta la rue en courant, ses longues jambes captant comme des éclairs la lumière de la lune. Il lui fallut à nouveau escalader les éboulis. Ses oreilles l'avertirent que la limace se suivait de près. Peut-être gagnait-elle du terrain. Il n'osait pas se retourner pour regarder, de peur de trébucher sur un fragment de marbre et de perdre l'équilibre. Le monstre serait alors sur lui avant qu'il n'ait le temps de se remettre sur pied. Le crachotement retentit à nouveau. Conan fit un bond désespéré sur le côté. Le jet de liquide passa encore tout près de lui. Même s'il parvenait à gagner le mur d'enceinte en maintenant une distance entre lui et son poursuivant, le prochain jet de bave lui serait sans doute fatal. Conan s'engouffra dans une rue latérale afin de semer d'obstacles l'espace qui les séparait. Il dévala une ruelle étroite et sinueuse, puis une autre, à angle droit. Il était perdu dans le labyrinthe des rues entrecroisées, il le savait, mais l'essentiel était de continuer à zigzaguer, afin d'empêcher la bête de l'asperger de sa bave. Les bruits de succion et l'odeur nauséabonde attestaient que la limace était sur sa trace. Parquant un temps d'arrêt pour reprendre son souffle, il vit, derrière lui, le monstre qui débouchait du coin qu'il venait de tourner. Il continua sa course folle, zigzagant à travers le dédale de l'antiquité. S'il ne pouvait gagner la limace à la course, peut-être pourrait-il la fatiguer.
Il savait qu'un homme pouvait battre presque tous les animaux dans une course d'endurance, mais la bête ne manifestait pas le moindre signe de fatigue. Les bâtiments qui l'entouraient lui paraissaient familiers. Il s'aperçut qu'il parvenait au temple à moitié en ruine qu'il avait croisé juste avant de rencontrer la limace. Un rapide coup d'œil lui montra que l'édifice pouvait être escaladé par un grimpeur habile. Conan s'élança dans la table de débris et grimpa sur le faîte du mur démantelé. Sautant de pierre en pierre, il en gravit le profil déchiqueté et parvint à une position intacte. Donnant sur la rue, il se retrouva enfin sur le toit, derrière la rangée de gargouilles de marbre. Il s'approcha des statues avec précaution, de peur que la toiture à demi démolie ne cédât sous son poids, et contourna les failles qui l'eussent précipité à l'étage inférieur. Le bruit et l'odeur de la limace lui parvinrent dans la rue. Comprenant qu'elle avait perdu sa piste et incertaine du chemin à prendre, la créature s'était de toute évidence arrêtée devant le temple. Très prudemment, car il était sûr que la limace pouvait le voir à la lueur de la lune, Conan passa la tête derrière une statue et regarda dans la rue. Sous les rayons de la lune, la grosse masse grisâtre gisait là, humide. Au bout de leurs antennes, les yeux se balançaient de ci de là, à l'affût de leur proie, tandis qu'au-dessous d'eux, les cornes oscillaient tout près du sol, cherchant la trace du cimérien. Conan était sûr que la limace ne tarderait pas à détecter sa présence. Il ne doutait pas qu'elle puisse ramper sur les parois de l'édifice, tout aussi simplement que lui-même avait su les escalader. Il posa la main sur une gargouille, une statue cauchemardesque, nantie d'un corps humanoïde, d'ailes de chauve-souris et d'une tête de reptile, et s'appuya. La statue remua légèrement sur sa base avec un grincement sourd. À ce bruit, les cornes de la limace se braquèrent vers le toit du temple. La tête de la bête se cambra, et à sa suite, le corps décrivit une courbe souple. La tête s'approcha de la façade et entreprit l'ascension de l'un des énormes piliers, précisément sous l'endroit où Conan, serré la dent, se tenait tapis. Une épée, pensa Conan, serait de peu d'utilité contre un monstre de cette envergure. Comme tous les êtres primaires, la limace pouvait sans doute endurer les blessures auxquelles une créature plus complexe ne résisterait pas un seul instant. La tête de l'animal continuait à s'élever le long du pilier. Balançant ses yeux au bout de ses antennes, au rythme où allait la bête, sa tête atteindrait le bord du toit alors que la majeure partie de son corps reposerait encore dans la rue, en bas. C'est alors que Conan entrevit ce qu'il devait faire. Il se rua contre la gargouille, puis, s'arc-boutant contre la statue, il la fit basculer par-dessus bord. Au lieu du bruit fracassant qu'une masse de marbre de ce volume eut notamment dû faire entendre en percutant le trottoir, Conan perçut un choc mouillé, pâteux, suivi d'un lourd bruit de chute. L'avant du corps de la limace s'écroulait sur le sol. Risquant un œil par-dessus le parapet, Conan constata que le monstre avait presque été enterré sous le poids de la gargouille. La grande masse grise se contorsionnait comme un ver au bout d'un hameçon, fouettant l'air de son corps. Un coup de queue fit trembler la façade du temple. Quelque part, à l'intérieur, quelques pierres roulèrent avec un bruit. Conan se demanda si tout l'édifice n'allait pas s'effondrer sous lui et l'engloutir sous les décombres. « Et d'une !» gronda le cimérien avec hargne. Il longea la rangée de gargouilles et, en ayant découvert une autre mal arrimée, il la précipita sur la limace, qu'elle heurta avec un bruit mou. Une troisième statue manqua son but et alla s'écraser contre le trottoir. Il en saisit une quatrième, plus petite, à bras le corps, banda ses muscles et la lança de toutes ses forces sur la tête qui se débattait. Bien que les convulsions de la bête fussent en train de s'apaiser, Conan poussa deux autres gargouilles dans le vide, par mesure de sécurité. Lorsque le corps se fut complètement immobilisé, il redescendit dans la rue et, épée au poing, s'approcha prudemment de la grosse masse puante. Enfin, rassemblant tout son courage, il porta un grand coup de son arme dans la chair caoutchouteuse dont jaillit une liqueur sombre. La peau grise et humide fut parcourue de mouvements ondulants. Mais bien que certaines de ses parties semblassent encore donner des signes de vie indépendante, la limace, dans son ensemble, était morte. Conan s'acharnait encore sur le monstre à grands coups d'épée, lorsqu'une voix lui fit faire volte-face. « Cette fois tu ne m'échapperas pas !» C'était Nestor, qui s'approchait. L'arme au poing, son casque remplacé par un pansement taché de sang, le Gundar s'arrêta net à la vue de la limace et s'exclama. « Mitra, qu'est-ce que c'est ?» « Le spectre Larcha, » répondit Conan en tatambouriant, avec un accent barbare. « Elle m'a traqué d'un bout à l'autre de la cité avant que je n'en vienne à bout. » Comme Nestor le regardait d'un air incrédule, le cimérien reprit. « Que fais-tu ici? Combien de fois devrais-je te tuer avant que tu ne meures? »« Tu vas voir comment je suis mort, Raya Nestor, » qui se mit en garde. « Que sont devenus tes soldats?
Mort que tu vas être bientôt, tué par le rocher que tu as fait rouler sur eux. Écoute-moi donc, imbécile, dit Conan. Pourquoi gaspiller tes forces à te battre, alors qu'il y a ici, si les légendes disent vrai, plus de richesses que nous ne pouvons en emporter vers nous deux. Tu es à droit de tes mains. Pourquoi ne pas plutôt te joindre à moi pour piller les trésors de l'Archa? Je dois faire mon devoir et venger mes hommes. Défends-toi, chien de barbare. Par Chrome, je le battrai si tel est ton désir, gronde Conan, se mettant en garde. Mais songe que si tu retournes à Shadizar, on te crucifiera pour avoir perdu tes soldats, même si tu rapportes ma tête. Ce qui, à mon avis, est improbable. Si un dixième des histoires qu'on raconte sont vraies, tu tireras davantage de ta part de butin que tu gagnerais en 100 ans comme capitaine des mercenaires. Nestor avait reculé d'un pas et laissé retomber son épée. Il demeurait silencieux, absorbé dans ses pensées. Conan ajouta. De plus, tu ne ferais jamais de véritable soldat de ces poltrons des Aboriens. Avec un soupir, le Gunner rengaina son épée. Tu as raison, sacre bleu. Jusqu'à la fin de cette aventure, nous nous battrons côte à côte et partagerons également le butin, hein? Il tendit la main. Top là, dit Conan, qui rengaina à son tour, et serra la main de l'autre. S'il nous faut nous séparer pour sauver notre peau, retrouvons-nous à la frontière de Ninius. Le palais royal de l'Archa se dressait au cœur de la cité, au centre d'une vaste place. C'était le seul édifice que le siècle avait épargné, et ceci pour une raison simple. Il était taillé dans un rocher monolithique, dont la masse avait jadis rompu la monotonie du plateau où se trouvait aujourd'hui l'Archa. Mais ce palais avait été bâti avec tant de minutie que seul un examen attentif permettait de s'apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'un édifice composite ordinaire. Des lignes gravées dans le basalte noir imitaient les jointures entre les pierres de construction. Conan et Nestor s'approchèrent sans bruit et jetèrent un coup d'œil à l'intérieur, où régnaient les ténèbres. « Il va nous falloir de la lumière, dit Nestor. Je ne tiens pas à me retrouver dans le noir, nez à nez avec une limace d'Akabi. »« Je ne sors pas de limace, dit Conan, mais le trésor doit avoir un autre gardien. » Retournant sur ses pas, il s'en fut couper un jeune pin qui croisait entre les pavés disjoints. Il le dépouilla tout d'abord de ses branches superflues, puis le débita en courts tronçons. Taillant ensuite avec son épée un amas de rognures de bois, il alluma une petite flambée en frottant du silex contre le métal de son arme. Enfin, ayant effilé 2 rondins à leurs extrémités, il y mit feu, et le bois résineux s'embrasa avec fougue. Conan tendit une torche à Nestor, et chacun d'eux glissa dans sa ceinture la moitié des rondins restants. Après quoi, armes au poing, ils reprirent le chemin du palais.